Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée 12h30 13h et en fin d'après-midi la grande édition pendant 1 heure à partir de 17h rediffusée à 20h sur Bismart TV, émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, les premières estimations de croissance pour les pays de la zone euro et pour l'ensemble de la zone économique européenne qui affiche dans son ensemble une croissance molle de 0,1% d'un trimestre sur l'autre après un quatrième trimestre 2022 qui avait vu une croissance nulle pour l'ensemble de la zone euro. Au sein de la zone euro, on note des divergences majeures entre les pays du Sud et les pays du Nord avec l'Allemagne ou encore l'Autriche qui affiche des taux de croissance relativement faibles. À l'équilibre pour l'Allemagne qui vient d'un trimestre qui était assez marqué en termes de contraction, moins 0,5% au quatrième trimestre, 0% au premier trimestre pour l'Allemagne. L'Autriche affiche une baisse de son PIB sur le premier trimestre de 0,3%. Et à l'inverse, un pays comme l'Italie affiche un fort rebond de sa croissance, une croissance qui avait été négative là aussi au quatrième trimestre, mais qui rebondit de 0,5% au premier trimestre. Rythme d'activité qu'on retrouve également en Espagne, plus 0,5%. Et puis de plus petits pays de la zone périphérique qui font office également de challenger en matière de croissance. On voit le Portugal qui affiche une croissance trimestrielle d'un trimestre sur l'autre, non annualisée, d'1,6%. Et au milieu, la France qui s'en sort dans la moyenne, un peu au-delà même, plus 0,2% de croissance pour le PIB français au premier trimestre, avec quand même une faiblesse marquée de la demande finale intérieure, de la consommation qui cale complètement au premier trimestre en France, alors que la dynamique du commerce extérieur, avec la détente des chaînes de production, les réouvertures des différentes économies mondiales, le commerce extérieur a été, il faut le noter, un contributeur très positif pour la croissance française au premier trimestre. Nous avons également des premières indications d'inflation, avec une inflation qui restera sans doute chaude, beaucoup trop chaude pour permettre à la Banque Centrale Européenne d'adoucir le ton lors de sa prochaine réunion la semaine prochaine. On a vu une accélération de l'inflation en France sur le mois d'avril qui passe de 6,7 à 6,9% en rythme annuel. Nous aurons le chiffre allemand en début d'après-midi et puis la première estimation d'inflation pour l'ensemble de la zone euro sera publiée en début de semaine prochaine, juste avant la réunion de la BCE qui se tiendra jeudi prochain, le 4 mai. Voilà pour la partie macro du jour. La microéconomie qui reste également un facteur d'attention importante pour les investisseurs, avec hier soir les résultats d'Amazon qui ont été très bons sur l'ensemble du premier trimestre. Malgré cela, Amazon a déçu le marché en donnant quelques premières indications sur le rythme de croissance de son activité dans le cloud sur le mois d'avril. Un rythme de croissance qui est en baisse de 5 points par rapport à la croissance qui a pu être réalisée au premier trimestre pour Amazon Web Services, la grande division cloud d'Amazon qui enregistrait sur les 3 premiers mois de l'année une croissance de près de 16%. Le titre Amazon a commencé par bondir sur la publication des résultats avant d'effacer l'ensemble de ses gains sur ces éléments de perspective qui ont été apportés par le directeur financier d'Amazon, au point que le titre Amazon est annoncé en baisse d'environ 2% pour l'ouverture du marché américain cet après-midi. Et puis dernière séance du mois d'avril, un mois qui aura été positif pour les actions, il faut quand même le noter. Nous ferons le bilan de ce mois d'avril avec les équipes de Cantalis et de Ports en Par Gestion avec nous chaque dernier vendredi du mois pour notre grand tableau de bord des marchés. Cantalis et Ports en Par Gestion, le dernier vendredi du mois, nous présente le grand tableau de bord des marchés. Pierre Miramont est avec nous, le responsable de l'analyse des fonds de Cantalis. Bonjour Pierre. Grégoire. Merci beaucoup d'être là. Ravi de vous accueillir ce mois-ci. Bertrand Lamiel à nos côtés. Bonjour Bertrand. Bonjour messieurs. Directeur général de Ports en Par Gestion. Je commence avec vous, Pierre, sur la dynamique de collecte et la dynamique de flux qu'on a pu observer sur les marchés européens et les différentes classes d'actifs, avec peut-être un peu de recul quand même sur ce début d'année. On est au premier tiers de l'année 2023, avec 4 mois de recul. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette perspective-là, Pierre? Et puis on se focalisera évidemment sur les éléments de dynamique du mois d'avril. Alors sur ce premier tiers de l'année, on a déjà une collecte de 56 milliards d'euros.
pour le mettre en perspective, c'est en dessous des rythmes annuels qu'on peut espérer au bout de 4 mois, qui sont plutôt en moyenne au-dessous de 60 milliards. Donc, principalement, la collecte s'est faite sur les stratégies monétaires. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, on a eu des flux en dents de scie. Pour rappel, depuis octobre 2022, donc on recule un peu en arrière. Ouais, bien sûr. Donc, octobre 2022, le début du rallye européen, voilà, c'est ça. Le début du rallye, les investisseurs prenaient un petit peu confiance et ont commencé à aller vers des classes d'actifs de plus en plus risquées. On arrive en janvier 2023, là on a une superbe collecte en janvier 2023, 40 milliards, autant sur les obligations que les actions. Février, le marché fait volte-face. Le marché craint que les banques centrales durcissent le ton parce que les données économiques sont meilleures qu'attendues. Petit retour en arrière. Le mois de mars arrive avec ce qu'on a connu sur le secteur bancaire, notamment US. Bizarrement, les flux de collecte repartent, mais là, à ce moment-là, vers le monétaire. Donc, on parle peut-être d'inflation topiche, où on a eu des annonces des banques centrales assez au quiche, mais plutôt rassurantes envers les marchés. Et puis, on arrive sur ce mois d'avril, où là, on a 1,5 milliard d'euros de collecte. Donc, plutôt faible. Ouais, mais c'est intéressant. Vous dites le mois de janvier a concentré 40 milliards de collecte sur 56 milliards de collecte nette positive depuis le début de l'année à fin avril. Ça montre bien effectivement, le gros de la collecte a été très concentré sur quelques semaines en début d'année. Exactement. Qu'est-ce qu'on peut dire dans le détail alors de ce 1,6 milliard de collecte du mois d'avril? Quels ont été les intérêts? Où est-ce que l'argent des investisseurs et des épargnants est allé, Pierre? Où est parti l'argent? Alors, effectivement, il y a 1,5 milliard d'euros, mais en réalité, il y a une disparité entre les classes d'actifs. Donc, on peut observer des choses intéressantes. D'abord, sans surprise, une décollecte des classes d'actifs les plus risquées. Il y a moins 11 milliards sur les actions, moins 5 milliards sur les fonds diversifiés, donc des fonds de performance absolue ou des fonds flexibles. Et à l'inverse, dans la continuité du mois de mars, il y a eu une collecte, un peu moins volumineuse, mais une collecte quand même, sur les fonds monétaires, 17 milliards d'euros au mois d'avril. On assiste peut-être à une sorte de flight to liquidity. Pourquoi les investisseurs voient aujourd'hui des risques de détérioration de l'économie. Vous en parliez juste avant, les chiffres du PIB qui sont un petit peu décevants. En parallèle, la hausse des taux continue, mais on sent qu'on arrive quand même vers des niveaux peut-être hauts. Ouais. Donc, les rendements monétaires et obligataires deviennent peut-être intéressants. Qu'est-ce que style investisseur? On a une classe d'actifs plus liquide à court terme, on a une classe d'actifs moins risquée et qui en plus offre désormais un petit peu de rendement. On s'engouffre sur cette classe d'actifs. Et à noter d'ailleurs que sur l'obligataire, on a aussi ce petit effet, alors à moindre échelle, puisque l'obligataire ne décollecte pas au mois d'avril, il y a une légère collecte de 1 milliard. Par contre, ça va être sur de l'obligataire américain, US, sur du crédit investment grade et sur du souverain. Ouais. Donc plutôt quand même des poches du marché obligataire rassurantes, c'est ça. Les États-Unis, parce que la Fed est peut-être en train de délivrer la semaine prochaine sa dernière hausse de taux, ce qui sera sans doute pas le cas pour la Banque Centrale Européenne, et puis des produits de dette privée, de dette d'entreprise parmi les mieux notés, c'est ce que je comprends. Et puis le monétaire, effectivement, comme disent les anglo-saxons, à ces niveaux de rendement, c'est un no-brainer. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas à réfléchir, il y a forcément une partie de l'argent qui doit aller, ne serait-ce que pour une position d'attente un peu tactique, vers ces produits monétaires aujourd'hui. Qu'en est-il spécifiquement une classe d'actifs qui nous intéresse toujours particulièrement dans Smart Bourse, les actions, Pierre? Les actions. Alors malheureusement pour les actions sur ce mois, c'est 40% de notre univers d'études chez Cantalis. Et peu de stratégies ont résisté. Géographiquement, il y a une décollecte générale. Il n'y a pas de zone géographique qui a spécifiquement plus collecté. On aurait pu s'attendre que l'Europe collecte un peu plus et non. US-Europe, moins 4 milliards de décollecte. C'est à loger à la même enseigne. On peut voir quelques éléments intéressants, par exemple sur les styles de gestion. La gestion indicielle a décollecté, mais beaucoup moins que la gestion active. 98% de la décollecte s'est faite sur des fonds actifs. Et depuis le début de l'année, c'est encore plus marqué cette différence. 10 milliards de décollecte sur la gestion active, plus 18 milliards de collecte sur la gestion passive. Donc là, on assiste vraiment à quelque chose qui est une vraie asymétrie entre ces deux styles. Comment on explique, selon vous, Pierre, vous avez l'habitude de suivre les stratégies, les fonds, c'est votre métier chez Cantalis. Alors qu'on avait un retour de la confiance des investisseurs vis-à-vis de la gestion active, il y a eu ce moment où on s'est dit, oui, c'est des vrais marchés de stock pickers, on revient un peu plus que les années précédentes sur ces stratégies actives. Alors les ETF sont un peu plus liquides, donc peuvent être parfois l'occasion d'avoir une approche tactique. Et il y a aussi des produits plus accessibles pour des types de produits comme du monétaire, notamment à l'étranger par exemple.
pense que ça explique bien sûr. en grande partie. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi de la dynamique ESG, qui a été alors jusqu'à il y a quelques mois une dynamique très forte? Alors, jusqu'en 2022, c'était pareil, un ça écrasait tout. l'ESG était résilient, collecté plus. Depuis le début de l'année, c'est balle au centre. Il y a environ 4,5 milliards d'euros de collecte sur l'ESG et la même chose sur le non-ESG. D'accord. Et sur le mois d'avril, il y a même plus de décollecte sur les fonds ESG que non-ESG. Donc là, on assiste vraiment à quelque chose d'assez original par rapport aux 2-3 dernières années d'observation sur ces classes d'actifs-là. À noter quand même sur la gestion thématique, qui revient un peu vers l'ESG, mais qui est un peu différente. Les thématiques qui continuent quand même de séduire sont les thématiques liées à l'environnement, le climat et les énergies nouvelles. Il y a eu plus 800 millions d'euros de collecte, alors que les technologies qui avaient été assez résilientes, les thématiques de technologie, donc plutôt pointues depuis le début de l'année, au mois d'avril ont été un peu plus déceptives et ça a décollecté 200 millions d'euros. C'est intéressant parce que quand même dans cette période un peu de troublée, de turbulence, de changements peut-être radicaux ou pas, on a du mal à voir la poussière retomber. Les investisseurs perdent pas le cap sur les questions climatiques, les questions environnementales. Ça reste quand même une boussole, j'ai l'impression, pour des investisseurs qui ont des horizons de temps de moyen long terme. C'est ça, quand on a un investissement où on voit à très long terme, finalement on se dit je vais rester sur de la thématique puisque c'est porteur sur plus de 10 ans. Qu'est-ce qu'on peut dire du marché des sociétés de gestion en Europe également, Pierre? Les sociétés de gestion, donc fait assez intéressant, les sociétés locales ont été plus résilientes sur les flux au mois d'avril et aussi depuis le début de l'année que les autres sociétés de plus grosse ampleur, donc peut-être une meilleure fidélisation de leur clientèle en termes de discours, parce qu'on vit des temps assez difficiles en termes d'explication des marchés. Et sur les stratégies qu'on retrouve dans les top collecteurs hors monétaires depuis le début de l'année, on va sans surprise retrouver du côté de la gestion active des fonds obligataires monde diversifiés. Donc je peux citer par exemple un fonds de PIMCO Income Fund qui a fait plus 4,7 milliards d'euros de collecte depuis le début de l'année. Et du côté de la gestion passive, donc là un ETF iShares Core MSCI World, donc investi sur du blend global, donc on ne prend pas de risque, on va sur quelque chose où on ne se pose pas trop de questions. Ouais, effectivement, on est diversifié, le plus équilibré possible, parce que c'est vrai que les mouvements de marché, les rotations sont parfois rapides, trop rapides peut-être pour être bien captés par les investisseurs. Merci beaucoup Pierre pour cette vue et cet état des lieux de la dynamique de collecte et de la dynamique de flux sur le mois d'avril et depuis le début de l'année en Europe. Pierre Miramont qui est le responsable de l'analyse des fonds chez Cantalis. Venons-en aux performances de marché, aux performances boursières à l'issue de ce mois d'avril. Bertrand Lamiel, je le rappelle, est avec nous, le directeur général de Ports en Part Gestion. Bertrand, je crois que déjà au cours du mois de mars, on parlait de redistribution des cartes. C'est une redistribution qui s'est poursuivie au cours de ce mois d'avril, qui a été un mois positif pour les actions, hein, je le dis assez globalement d'ailleurs. Sur les grands indices, on gagne 5%, mais on gagne 5% la peur au ventre. Parce qu'on voit typiquement les secteurs les plus cycliques ont quand même été attaqués. Je pense notamment à l'automobile qui fonctionnait bien depuis le début de l'année. Ouais. Et là, probablement, la toile de fond macroéconomique avec la récession qui arrive plus ou moins vite, plus ou moins fort. Enfin bon... ça a toujours été sur la table, ça fait un moment qu'on en parle. Mais là, cette fois-ci, ça a pris un peu plus sur le marché. Donc, on a vu que ça tremblait sur l'auto. Enfin, ça reculait, même ça fait plus que trembler. Probablement aussi qu'il y a l'ombre de Tesla. Hein, la volonté de vouloir monter en puissance sur les volumes au détriment des prix, au détriment de la marge. Donc 25% de baisse sur le prix des best-sellers Tesla depuis le début de l'année. Hein. Donc ça rebat les cartes et ça oblige les autres acteurs qui, dans un premier temps, s'est dit non, nous, on va rester. On voit qu'à droite, à gauche, ça commence à se dire bon, comment on fait ? Donc là, il y a un sujet sur l'automobile. Je le dis aussi parce qu'il y a Tesla à l'ouest. Il y a BYD à l'Est. Un des événements marquants aussi des dernières semaines, c'était le salon de Shanghai, où BYD présente une citadine électrique, modèle Clio, hein, on va dire, 10 000 € prix de départ. Oui, non, mais c'est 2 fois moins cher que la Dacia Spring, qui est le modèle électrique le plus vendu en France aujourd'hui. Hein. Donc ça voilà. Il y a Tesla et il y a aussi les Chinois. On sent que ça tangue là-dessus et donc voilà, malgré des ratios de valorisation qui sont encore au plancher. Voilà, ça a bougé. Il y a eu
du rififi aussi du côté des semi-conducteurs. C'est un secteur, je vous en parle depuis 3, 4, 5 mois, qui marche bien parce qu'effectivement, les sujets sur la logistique sont en train de gentiment se réduire. Du coup, c'est des semis qui peuvent arriver chez le consommateur final. Donc ça va plutôt pas mal. Et puis là, on voit que les publications commencent à arriver. Et là, on commence à avoir de la dispersion intrasectorielle. Donc, il va falloir regarder ça de près. Alors, Nvidia reste très bien parce que eux, pour le coup, intelligence artificielle, c'est le mot du mois, en fait. Dans les publications, si vous ne le citez pas, il y a un problème. Donc ça, c'est donc eux. Ça rappelle le moment blockchain il y a quelques années où il fallait mettre blockchain dans chaque communiqué. Même Carrefour mettait blockchain dans ses communiqués. Ou le métaverse. On est dans ce moment-là. Donc ça se passe bien chez Nvidia. Du coup, en rebond, on voit que dans la tech, un Microsoft, un Apple, ça s'est plutôt bien comporté aussi parce qu'on identifie que voilà, eux, ils peuvent être bénéficiaires de ce mouvement-là. Par contre, après, sur les semis à destination de l'automobile, là, forcément, l'automobile craque, les semis, ça craque aussi. Donc, voilà, on est dans ce moment-là un peu compliqué. Et alors, paradoxalement, la peur au ventre, mais rebond des bancaires. Ouais. Mais bon, après, je pense que c'est la logique. C'était tombé vite et fort. Bon, on s'aperçoit que manifestement, elles ne vont pas toutes faire faillite, loin s'en faut. Et donc, ça remonte et ça entraîne l'assurance. Donc, on a un bon mois sur la banque et l'assurance, ce qui aide les indices à tenir. Ouais. Ce qui reste toujours faible, c'est l'énergie. Là, ça continue à coincer. On a eu même des profit warnings assez retentissants sur Enphase aux États-Unis. Donc une valeur qui est dans la logique de l'électrification, je crois qu'elle se prend moins 20 sur la publication. Et donc là, typiquement, c'est la hausse des taux qui impacte fortement la capacité à continuer à se développer à un rythme aussi rapide qu'ils avaient connu. On était sur des 20% de croissance. Bien sûr, beaucoup de capex pour ces boîtes-là, j'imagine. Donc voilà, et puis les publications, ça avance. On doit être à 25-30% de sociétés qui ont publié sur le S&P 500. Un peu la même constatation qu'on fait régulièrement. Les dossiers qui étaient faibles, qui étaient en sous-performance, donc sur lesquels les investisseurs marquaient déjà des craintes, en général, ça se passe pas bien. Et on l'a vu avec des dossiers comme Téléperformance. Téléperformance, on doit être à 2 fois et demi en dessous des sommets de 2021. Moins 20% sur la publi avec une annonce d'acquisition qui se passe mal. Là, aujourd'hui, on a Rémi Cointreau qui est à moins 7, on a Recticel, c'est un acteur belge dans l'isolation des bâtiments. Pourtant, on se dit c'est quand même le secteur sur lequel il va y avoir des subventions et qui doit être mis en avant sur les prochaines années. Bon, là, c'est un sujet sur les perspectives. Et puis, donc, on voit bien que ça continue sur les cycliques à craindre un petit peu, donc à prendre un peu des bénéfices. Et on a vu des Pernod Ricard qui remarquaient des nouveaux plus récents. Donc voilà une logique où je retourne un peu. Vinci aussi, j'ai vu. Alors, pas du tout dans le même secteur, mais... Et alors, dans l'industrie, effectivement... Enfin, industrie au sens large du terme, on voit que l'aéro, ça se passe bien. On a eu MTU, on a eu Vinci, donc plutôt sur la division aéroport. Airbus qui continue à ne pas annoncer des retours sur des productions telles qu'on pouvait les imaginer, mais qui finalement continuent son bonhomme de chemin et on s'aperçoit que ce n'est pas l'élément qui fait trembler Airbus sur ses bases. Donc là, ça se passe plutôt pas mal. Et sinon, dans les autres points qu'on a eus, c'est les indices mid et small qui calent, qui n'arrivent pas. C'était déjà le cas le mois dernier, qui n'avaient pas réussi à accrocher la hausse. Et là, c'est de nouveau la même chose. Et plus spécifiquement en France, on voit qu'on a eu plusieurs crashs sur des biotech et donc qui ont fini par abîmer l'indice mid and small. Donc là, pour l'instant, on reste l'arme au pied. Il y a plus la base reste la même, plus de croissance, valorisation plus faible, mais ça ne veut pas. Alors avec quand même, de temps en temps, un feu d'artifice, SES Imagotag, c'était hier, bien sûr. Plus 50%. Donc là, les vendeurs à découvert le sont un peu moins. Ouais. Je te rappelle, les étiquettes électroniques, ça fait des années que SES fait tout pour pénétrer le marché de Walmart. En l'occurrence, ils mènent des partenariats, des expérimentations avec Walmart depuis des années. Et ça y est, c'est enfin l'heure du grand contrat que tout le monde, ou les actionnaires en tout cas de SES Imagotag espéraient depuis quelques temps. On attend encore un petit peu plus de précision sur l'ampleur du déploiement qui sera réalisé. Mais globalement, enfin, ça y est, on est en plein dedans. Donc du coup, voilà, c'est un dossier qui est fortement reparti de l'avant, qui a effacé les craintes et avec probablement la séance d'hier,
une grosse séance de rachat pour les vendeurs à découvert, puisqu'on avait quand même plus de 6% du capital qui est vendu à découvert. 6%, c'est vraiment beaucoup. Quand on va regarder les titres qui sont vendus à découvert, en général, on est à 1, 2, 3. Quand on est déjà à 3%, c'est pas mal. Et au-delà de 5, on est vraiment déjà dans entre 5 et 10. Donc il y avait des attaques très sévères de personnes qui pensaient que justement la publication ne serait pas le moment où il y aurait cette annonce du contrat. Voilà, ils ont joué, ils ont perdu, et donc il y a eu des rachats assez conséquents sur le sujet. Donc voilà, en gros, sur le mois, ce qu'on a pu avoir. Et puis c'est quand même aussi le retour des blue chip technologiques américaines. Enfin, déjà un phénomène qu'on avait commencé à constater en mars, post-choc bancaire. Le retour du Nasdaq et de ses généraux, comme vous dites, Bertrand. Clairement, oui, ça continue. Donc le Nasdaq, le mois dernier, avait repris le leadership sur le S&P 500 du fait de sa forte pondération sur les valeurs tech, et surtout très concentré sur les Apple, Nvidia, Microsoft qui repartent fort. Meta aussi avait déjà fait un gap monstrueux, je crois que c'était en février, il reconfirme là, donc ça va beaucoup mieux, et donc c'est eux qui tirent. C'est des boîtes qui ont doublé, Meta ça a doublé en 3, 4, 5 mois. Nvidia, on doit être à 80% de performance depuis le début de l'année. Donc après, on peut se poser la question de waouh, une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on fait ? En fait, qu'est-ce qu'on fait ? On regarde les chiffres, on va regarder sur 20 ans derrière ce qui s'est passé. En fait, une Nvidia, vous faire du 100 ou du 150%, ça arrive, et c'est pas une fois qu'elle le fait, donc. Je dis pas que ça va le faire, mais en l'occurrence, la perf qu'elle a fait, c'est des choses qui sont déjà arrivées, et donc ça peut continuer. Voilà, on est sur des dossiers avec des niveaux, ce qu'on appelle du bêta, qui est énorme. Donc, tant qu'elle va nourrir le marché avec des bonnes nouvelles, et c'est ça la leçon, c'est vraiment... on a de temps en temps des boîtes qui sont sanctionnées parce qu'elles ne sont pas au niveau des résultats qu'on attendait d'elles, mais surtout, c'est quand les perspectives déçoivent que là, on peut être attaqué de manière assez forte. Ce qui est terrible, c'est qu'en parlant d'NVIDIA, du groupe des GAFAM, Microsoft, Alphabet, Google, avec en plus le thème, comme vous disiez, de l'intelligence artificielle, on retrouve à nouveau une concentration très très forte, une hausse très étroite sur le marché américain. Alors les analystes de JP Morgan estiment qu'on est même peut-être sur la hausse la plus étroite sur ces premiers mois de l'année 2023 depuis les années 90. C'est pas la première fois qu'on parle de ce phénomène avec vous, Bertrand, mais je fais le lien aussi avec ce que Pierre disait sur gestion passive versus gestion active. J'ai un gérant actif. Pouvoir porter le poids de ses valeurs dans un fonds, c'est impossible. Et donc, il reste que la gestion indicielle pour permettre de profiter de ces mouvements. C'est un phénomène qui s'auto-alimente. Et parce que si on prend donc LVMH, Hermès, L'Oréal, Air Liquide... Et en Europe, on retrouve ça. On a 25% du CAC 40 et on a 50% de la perte du CAC 40. C'est-à-dire les 36 autres se partagent le reste. Et pourtant, qui n'ont pas forcément démérité, parce qu'il y en a assez peu qui sont en performance négative depuis le début de l'année. Mais voilà, c'est des sociétés qui ont avancé sur des rythmes plutôt de l'ordre de 30% depuis le début de l'année, qui sont des gros poids lourds. Et on a la même chose aux États-Unis. Et quand on dézoome et qu'on va regarder ce qu'on appelle la participation, c'est-à-dire on prend l'entièreté des boîtes et on regarde celles qui sont en tendance haussière, on est sur des niveaux de 20-30%. Donc ça s'améliore, mais on n'est pas encore dans un marché où justement on va avoir des dossiers moins connus, moins gros en capitalisation, absents des indices, qui vont prendre le leadership. On n'est pas encore à ce moment-là, donc il n'y a pas d'euphorie, ça c'est le côté bonne nouvelle. Côté mauvaise nouvelle, effectivement, l'hyperconcentration, quelque part, donne du grain à moudre à ceux qui sont plutôt baissiers sur les marchés en disant c'est trop concentré, ça ne va pas durer, et donc c'est une vulnérabilité. C'est une vulnérabilité du marché. Donc pour l'instant, ça ne tranche pas parce qu'on a plutôt une participation qui est en train de s'améliorer, mais on est loin encore d'avoir une participation qui dépasse les 50 ou 60%, qui est une participation d'un marché sain et haussier. Comment on gère cette situation dans un portefeuille, Bertrand, quelle est la ligne de conduite qu'on peut se fixer par rapport à cette situation de marché, le fait que ce soit très concentré, qu'il y ait tout un pan du marché européen ou américain qui soit quand même
encore très décoté, très en retard. Est-ce que ça mérite quand même d'être regardé dans une perspective d'investisseur? Est-ce qu'il faut jouer le momentum du moment et s'en tenir à ça? Alors, nous, on est vraiment dans une logique momentum. Donc, ça veut dire que le luxe monte. Certes, c'est extrêmement cher, mais on a vu encore avec les publications que voilà, c'était très bon. Donc, on reste présent sur cette thématique-là. La techno qui est en train de revenir en grâce, là aussi, on va être présent, sachant que quand on regarde l'analyse des cycles, donc là, on a une récession qui va arriver plus ou moins forte. Mais à ce moment-là, on sait que la logique de croissance va prévaloir. Donc aujourd'hui, quand on regarde un match croissance versus value, donc il y a eu un retour de la croissance, mais qui n'a pas non plus mis à mal complètement la value. On voit des secteurs qui restent, la banque typiquement plutôt dans un secteur value, donc c'est super chahuté en ce moment. L'assurance pareil, mais globalement ça reste bien. Ça s'est pas retourné. Dans les performances, ça s'est pas retourné. Mais on sait qu'à terme, on va probablement devoir aller regarder de plus près les valeurs de croissance. Et donc c'est ça qu'on va regarder dans les points. Mais on a vu qu'il y avait encore des dossiers, je repense à Sartorius Stedim par exemple, qui était une grande star. Pour eux, ça continue à mal se passer, donc là, c'est pas encore le moment d'y aller. Donc on va regarder. Il faudra probablement quand même aller regarder dans les endroits où on trouve donc, la techno, évidemment. On peut trouver du côté de l'industriel, du côté de la distribution, des dossiers qui ont une croissance supérieure au marché, du côté des équipementiers de la santé. Donc là aussi, on peut trouver des choses. Donc on va regarder, mais pour l'instant, c'est de la gestation. On n'est pas encore c'est pas un signal ferme encore. Le signal n'est pas là, donc il faut attendre encore un petit peu. Et donc la logique, c'est de se dire, voilà, diversification. Parce que honnêtement, par exemple, l'agroalimentaire était plutôt décevant depuis le début de l'année. Et en 2 temps, 3 mouvements, ça vous fait 15% dans le mois. Si vous n'y êtes pas, c'est terminé. Donc on reste dans une logique de diversification et aller identifier à l'intérieur les valeurs qui s'en sortent le mieux. Et on n'est pas dans un marché où on va s'intéresser aux valeurs faibles. Ouais, je comprends. Ça, c'est dans un marché qui sera bien lancé. Alors là, on ira chercher. Une fois qu'on a un marché bien lancé, et qu'on a 6 mois, 9 mois de marché bien lancé avec une grosse participation, là, il faut aller regarder les valeurs faibles qui sont en fait la queue de peloton qui rejoint le peloton. Mais là, pas du tout. Séquence de marché intéressante, effectivement, en attendant toujours cette récession la plus attendue de l'histoire qui permettra peut-être de clarifier un peu cette situation, mais pour l'instant, on est un peu entre deux. Merci beaucoup, messieurs. Merci Bertrand Lamiel qui était avec nous, directeur général de Ports en Par Gestion, et je le rappelle, Pierre Miramont qui nous accompagnait également pour ce tableau de bord des marchés, responsable de l'analyse des fonds chez Cantalis. Voilà pour cette édition de la mi-journée de Smart Bourse. On se retrouve à 17h ce soir en direct sur Bismart.